Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier concernant un grand classique de dossier de maison hantée qui est très très bien connu à l'Institut Métapsychique International. D'ailleurs, je reçois pour explorer ce dossier quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un habitué des aventuriers de l'étrange. Il fait partie du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. La Villa Carmen, c'est un des classiques, je dirais, non, des dossiers de maison hantée. Oui, mais j'appellerais pas vraiment ça une maison hantée. C'est des expériences avec des médiums produisant des matérialisations ectoplasmiques. Voilà. C'est assez particulier. Pour être tout à fait précis, on va y revenir en détail évidemment durant l'heure qui vient. Le temps pour nous de rappeler, mon cher Renaud Évrard, que le numéro 4 du bulletin de l'Institut Métapsychique est disponible. Oui, et il est justement consacré à ce sujet avec plusieurs dossiers historiques qui sont revus par des étudiants. Bien. Voilà. Alors, si vous qui nous écoutez avez des témoignages à nous apporter concernant des phénomènes d'apparition que vous auriez vécu ou des choses un petit peu particulières dans une maison dont vous pensez qu'elle est quelque part hantée, n'hésitez pas à m'appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour que l'on puisse consacrer une émission entière à ce thème des maisons hantées ou aux apparitions. Vous me laissez vos coordonnées et un message dans ma boîte vocale, les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International est en ma compagnie, fait partie du groupe des étudiants de l'IMI. Renaud Évrard, vous êtes l'auteur d'un article dans le bulletin numéro 4 de l'Institut Métapsychique qui vient de sortir sur la Villa Carmen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un petit peu, si vous le voulez bien, planter le décor. La Villa Carmen, c'était à Alger, fin du 19e siècle. C'est-à-dire que ça commence en 1892 avec le couple Noël, dont le mari est général, la femme est maîtresse de maison. Et donc vers 1892, ils commencent à se distraire avec des séances spirites. C'était vraiment la mode à l'époque, et puis ça les a amusés beaucoup. Ça marchait par l'écriture automatique, faire tourner un peu les têtes, des choses comme ça. Et ils avaient un fantôme préféré. Enfin, ils en avaient plusieurs qui venaient soi-disant les contacter, et leur fantôme préféré, c'était un fameux Bien Boa, qui était une sorte de réincarnation hindoue d'un vieux qui avait 500 ans d'âge. Donc voilà, donc ils s'amusent pendant ces séances. Et à un moment, ils étaient à Tarbes en France, et le général de Noël doit déménager. Et donc il déménage à Alger pour des raisons professionnelles. Oui. Et c'est là-bas qu'il récupère une grande villa à qui il donne le nom de sa femme, qui s'appelle Carmen Necita. Donc il dit Villa Carmen, et donc c'est une grande maison à Alger où il va encore multiplier les séances et puis publier dans des revues spirites en attirant un petit peu l'attention des scientifiques. Ils étaient très dans la mouvance Allan Kardec. Oui, alors c'était vraiment des spirites convaincus, et puis des personnalités assez problématiques, surtout pour Madame Noël, qui était quand même un peu droguée de son spiritisme, et qui allait de toutes les frasques, qui était vraiment amoureux de Benboa, qui en avait besoin comme d'un antidépresseur. Et le général Noël, suivait plutôt les ordres de sa femme à ce sujet, quoi. Et était un peu complaisant par rapport à elle, mais il y croyait également. Oui. Alors, comment est-ce que cela a évolué, et puis comment est-ce que c'est arrivé finalement aux oreilles de Charles Richer, dont on dressera le portrait dans quelques instants. Mais juste pour nous donner un petit peu la chronologie des faits. En fait, ils ont donc publié des phénomènes, très très simples, mais à un moment, ils ont engagé des médiums, donc une jeune adolescente qui s'appelle Marthe Béraud, qui était à côté, et puis aussi une servante qui s'appelait Aïcha
qui était aussi un petit peu médium. Bon, voilà, ils en ont essayé plusieurs et il y en avait avec Marc Béraud, surtout, des matérialisations, c'est-à-dire comme des formes, voire des silhouettes humaines, voire un être avec l'apparence du vivant qui se formait à distance du médium. Comme une substance qui sortait du médium ou qui émanait. Et donc ça, ces phénomènes-là, ils les ont approchés à leur façon, en invitant tous les gratins de la ville à venir voir ça. Ils ont publié. C'est tombé sous l'œil de Gabriel Delanne, qui était un ingénieur de l'école des mines, bon niveau, mais qui était également spirit, mais un spirit qui vraiment voulait faire des expériences, voulait lutter contre la fraude, voulait vraiment était un expérimentaliste vraiment, et il a commencé par critiquer ces rapports. Puis finalement, il a été invité par les Noël à venir durant l'été 1905 visiter sa maison, et puis Richer est venu également durant cet été-là, quoi. Avant d'aller plus loin, une description et une présentation de ce grand monsieur Charles Richer. Alors Charles Richer, c'est un personnage un peu hors du commun. Il est médecin, mais il a plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire que c'est un pionnier de l'aviation, de l'espéranto, il a beaucoup lutté pour la paix. Bon, il a aussi quelques défauts dans ses idées un peu eugénistes partagées à l'époque. Mais au niveau de la médecine, il a eu le prix Nobel en 1913, justement pour des recherches qu'il faisait à partir de ces années-là, 1905 et suivant. Et puis c'était le pionnier de la métapsychique, c'est à lui qu'on doit le nom. Il l'a donné d'ailleurs la même année, février 1905, il devient président de la Société de recherche psychique de Londres. Et à cette occasion, il forge le terme de métapsychique pour franciser un peu tout ça et puis pour donner un petit peu d'allure. Et donc faut imaginer le bonhomme, 1m90, qui vit une longévité incroyable, une activité incroyable, une autorité scientifique, indéniable, un vrai expérimentateur, mais il était curieux, vraiment le savant explorateur comme on a qu'on a plus l'habitude de voir souvent, qui vraiment s'intéressait à toutes les choses, avec une culture, une plume aussi incroyable. Il a gagné beaucoup de prix littéraires. Un génie, vraiment, un homme hors du commun, vraiment. Oui. Et en fait, voilà, pour son intérêt pour les phénomènes psychiques, c'est venu quelqu'un, un savant russe qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête là, mais lui parle, Aksakov, voilà, lui parle de phénomènes dits spirites en fait, et il lui dit qu'on peut les observer, qu'il y a des médiums qui produisent ça. Il lui dit ça en 1882, et Richer dit, si ça existe, moi je veux y assister, j'irai au bout du monde pour voir ça, quoi. Donc c'est vraiment cet esprit-là de curiosité, et donc il va faire pendant 25 ans des expériences à gauche, à droite, il va débusquer des faux médiums, donc il y va vraiment en scientifique, et il élabore des protocoles assez sévères. Et bon, là, arrivé à la Villa Carmen, c'est vraiment un protocole qu'il a envie d'avoir l'expérience cruciale, en fait, vraiment la définitive, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe donc lorsque Charles Richer, qui n'était pas encore prix Nobel de médecine lorsqu'il est arrivé à la Villa Carmen, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? La rencontre entre le couple Noël et surtout Carmencita Noël, dont j'imagine que c'était un personnage assez fantasque et assez haut en couleur, et cette rigueur de Charles Richer. Ce qui se passe, Delanne précède d'un mois environ l'arrivée de Richer. Ouais. Il assiste déjà à quelques séances plus ou moins intéressantes, mais il se rend compte aussi que les conditions jusque-là n'étaient pas forcément parfaites. Il débusque par exemple un cocher qui s'appelle Areski, qui a tenté de frauder à 2 reprises. Par exemple, une fois, c'est ridicule, ça n'a rien à voir, il s'est s'amusé avec les nerfs de Carmencita en faisant des raps, vous savez, les bruits contre le mur, en la trompant un petit peu comme ça. Bon, ça c'est un peu ridicule, mais il a aussi essayé une fois, et il s'est fait choper, de mettre un haïk, c'est-à-dire une grande robe de mousseline blanche, un grand tissu, de le cacher dans le baldaquin. Bon, voilà, Delanne qui est vraiment un esprit assez aussi rigoureux, l'a fait exclure des séances. Ouais. Et donc, avec Richer, ils se mettent d'accord pour que les conditions d'observation soient les mieux contrôlées possibles, c'est-à-dire qu'ils explorent
toute la pièce. Ils font ça dans un pavillon isolé de la maison, au-dessus d'une écurie. C'est une pièce de 24 mètres carrés. On a toutes les dimensions dans leur rapport. Il y a quelques objets. Ils explorent à chaque fois avant la séance, après la séance. Il y a une seule porte. Il n'y a pas de trappe. Les fenêtres sont toutes condamnées. Donc ils peuvent s'assurer qu'il n'y a pas de personne qui est présente dans la pièce dont ils n'auraient pas connaissance. Oui. Donc il essaie de prendre en tout cas un maximum de précautions. Ouais, et donc il y en a quelques-unes qui ne l'a pas pris et qu'on lui a reproché, qui se reprochait aussi lui-même. Il explique pourquoi il ne fait pas une fouille systématique des médiums en fait. Pour savoir s'ils ont des accessoires sur eux, sachant qu'il leur donne normalement des habits très très simples, une robe légère qui ne peut rien simuler, bras nus, des choses comme ça. Et il ne fait pas non plus des fouilles des expérimentateurs, mais ça aussi ça pourrait être lui reproché. Mais c'est particulier parce qu'ils sont tous l'un à côté de l'autre en faisant la chaîne, dans une semi-obscurité. Ça aussi c'est un problème. Ils sont éclairés avec une bougie dans une lanterne rouge, et donc il y a quand même des zones d'ombre dans cette façon de faire. Mais s'il y avait des accessoires qui circulaient, Richer pense qu'il les aurait vus à un moment ou à un autre. Il faut savoir qu'un des expérimentateurs, ils étaient 7, qui devaient transmettre l'accessoire au médium, puis le médium devait réussir à les retransmettre à l'expérimentateur alors qu'ils étaient à côté de Richer et de Lannes. C'est assez compliqué. Et comme autre précaution, il en a pris plusieurs, en particulier celle de prendre des photographies également, avec plusieurs appareils photo à plusieurs angles différents, donc en stéréoscopie, ce qui élimine au moins une des hypothèses qui est celle de l'hallucination, dont on va souvent parler. Alors, racontez-nous comment une séance se passait. Ils étaient tous assis autour d'une table, assis sur des chaises, debout, ça se passait comment? Donc ils étaient, en général dans les meilleures expériences, ils étaient 7. Il y avait 2 sœurs de Marthe qui étaient adolescentes. Il y avait une mademoiselle X dont je ne connais pas le nom, mais qui était quand même une personne assez rigoureuse. Il y avait les Noël, le couple, et Richer et Delanne placés, aux différents endroits autour d'une table, et ils étaient à 1 mètre 50 du cabinet. Donc il faut comprendre le cabinet, ça fait le coin de la pièce, avec un hypoténuse de 1 mètre 50, il calcule, c'est un baldaquin et le médium est assis derrière sur une chaise, il n'y a aucun accès particulier, c'est vraiment un tout petit endroit isolé, ça cache simplement le médium, et Richer sont très près, et la séance se passe, ça peut durer jusqu'à 3 heures, ça dépend de la manifestation. On commence par une prière, c'est un peu vraiment un rituel spirit. Richer dit c'est inoffensif, on va le faire. Parfois il chante, c'est un peu moins inoffensif parce que ça peut masquer des bruits suspects, mais bon. Ils font la chaîne, ils exhortent le fantôme d'Yenboa à sortir. Parfois aussi, ça va, quand Yenboa va sortir avec sa toche blanche, avec son casque, avec sa barbe un peu postiche, un peu plus grand que Marthe elle-même, et qui va se balader dans la pièce. Alors là, on insiste vraiment, c'est un peu une mascarade, c'est-à-dire qu'il peut aller embrasser Madame Noël, qui est un peu amoureuse de son fantôme. Il peut aller serrer la main des gens. Il leur parle pas, mais il répond à ce qu'il leur demande, Et donc ça devient très étonnant. Ça fait un peu particulier quand même. On va revenir donc sur les résultats maintenant que vous nous avez décrit les conditions dans lesquelles Charles Richer a observé ces manifestations. Une première pause et ensuite vous allez nous dire ce que ça a donné tout ça finalement en termes de manifestations. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.
La Villa Carmen, un dossier d'une maison tout à fait particulière à Alger, où il s'est produit des manifestations observées entre autres par un grand scientifique du début du fin du 19e, début du 20e siècle, Charles Richer, qui a été en 1913, rappelons-le, prix Nobel de médecine. Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International est en ma compagnie justement pour nous décrire ce dossier. D'ailleurs, il a rédigé un article dans cette revue, le bulletin de l'Institut Métapsychique, c'est le numéro 4 qui vient de sortir, qui est disponible par abonnement sur le site de l'IMI. Alors, Renaud Évrard, vous nous avez planté le décor, présenté Charles Richer, le couple Noël, avec donc cette femme Carmencita Noël qui est accro au spiritisme, c'est son tranxène à elle en quelque sorte, vous nous l'avez dit. Marthe Béraud, la médium, nous sommes qui fera donc une longue carrière, qui fera une longue carrière et qui passera à l'IMI aussi, je crois. Oui, elle s'appellera avec un nouveau nom Eva Carrière. C'est encore elle qui déclenche une polémique dans nos expériences dans les années 1910, 10 ans plus tard, quoi. Et ses prestations ont été plus confirmées par de nombreux autres chercheurs, mais bon, voilà. On en parlera tout à l'heure, peut-être en faire un petit portrait rapidement. Alors, revenons à ce lieu, pièce, vous nous l'avez dit, 24 mètres carrés, isolé, au-dessus d'une écurie, pas de trappe, une seule porte, les fenêtres condamnées. L'ambiance, donc une bougie dans une lanterne rouge qui donne une espèce d'ambiance où il y a des zones d'ombre évidemment dans la pièce, et dans un angle de la pièce il y a un rideau tendu, un rideau séparé en deux, derrière lequel donc il y a assis Marthe Béraud, c'est ça, hein? Tout à fait. Des appareils photo qui couvrent différents angles de la pièce, Charles Richer et Gabriel Delanne qui tourne autour de tout cela pour observer exactement, voir ce qu'il se passe. Il y a 7 participants à cette séance. Quelles sont les manifestations auxquelles assistent Charles Richer et Gabriel Delanne? Donc, ils vont faire, Richer va faire un mois d'expérience, de août 1905 à début septembre, en fait. Pendant ces un mois, certaines séances, ça va pas marcher du tout. Il y a d'autres séances, on va s'intéresser surtout aux plus intéressantes. Il y a donc ce qu'il appelle matérialisation, mais c'est très particulier vu que là, c'est pas juste une main qui se balade dans la pièce ou l'impression d'être touché ou une impression de présence. C'est vraiment un être apparemment qui a toute l'apparence de la vie, qui se déplace, qui réagit et qui ne semble pas être la médium, vu qu'on la voit encore derrière la plupart du temps. Et en même temps, ce fantôme, bien Boa, est vu par tous les membres de l'assistance. Donc là, on est loin d'une hallucination. Que va-t-il faire? Richer a quelques petits trucs à lui demander. Il lui demande, par exemple, de souffler dans un flacon de baryte, sachant que quand on souffle dans un flacon comme ça, on dégage du CO2, pour un être vivant, et ça fait une précipitation, et on peut voir qu'il y a un dégagement de CO2 dans la respiration. Et là, c'est ce qui se passe. Il donne le flacon de baryte au fantôme, qui souffle dedans, et le flacon se colore. Et bon, c'est un élément, ça paraît un peu extraordinaire. C'est vrai que ça n'évacue pas la possibilité que ce soit un être humain classique qui soit dissimulé et qui ait pu souffler là-dedans. Mais bon, Richer voyait bien que la médium n'était pas bien Boa, qu'ils étaient séparés. Il y a une autre apparition comme ça qui n'a pas été prise en photo, mais qui est aussi problématique. Elle apparaît à 40 cm de Richer. Donc, dans la luminosité dont il parle, on pourrait même la mesurer maintenant. On pouvait lire l'heure sur sa montre, on pouvait lire le journal en caractère 12, on pouvait voir les expérimentateurs très très bien jusqu'à 1m50. On voyait pas très bien les médiums. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'à 40 cm de Richer, devant le rideau, donc sans que le rideau s'ouvre, apparaît à partir du sol une silhouette humaine qui grandit jusqu'à prendre la forme de Boa. Il se présente comme ça devant Richer, puis hop, il s'écroule en faisant un bruit comme de squelette qui s'effondre sur le sol, des bruits d'eau assez particuliers. Ensuite, quelques minutes plus tard, il réapparaît à quelques mètres plus loin, et il réapparaît devant le général Noël, et même chose, il
sort du sol, il se hisse, et puis hop, il se liquéfie complètement là-dedans. Et c'est très intéressant cette observation parce que on voit que Delanne et Richer n'étaient pas assis à la même place. Et Delanne dit par exemple que le fantôme est sorti du rideau. Il est de son angle de vue, il n'a pas vu que le fantôme dans la deuxième fois est sorti du sol en fait. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre aussi que Richer et Delanne n'ont pas comparé leurs notes. C'est-à-dire ils prenaient des notes à ce moment-là, dès qu'il y avait des phénomènes, ils grattaient pour rien oublier, pour être le plus objectif possible. Et ils n'ont pas comparé leurs notes, ils ont publié chacun de leur côté, et puis ensuite ils ont lu le compte-rendu que chacun a fait. Et donc ces phénomènes-là, on peut dire qu'ils ont porté la conviction de Richer, mais c'est difficile pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a aucun élément matériel, on est obligé de se fier à plusieurs témoignages. Et en plus, c'est un phénomène totalement extraordinaire. Certains ont dit que c'était une trappe. Richer a été les prendre le mot. Il a fait venir l'architecte qui avait construit la maison et qui a fait une attestation comme quoi il n'y avait pas eu de travaux dans cette maison et qu'il n'y avait jamais eu de trappe dans ce pavillon-là en particulier. Quoi. Mais alors, Renaud Évrard, revenons sur cette manifestation pour qu'on comprenne bien ce qu'a vu Charles Richer et ce qu'a vu Gabriel Delanne. Ils ont vu comme sortir du sol une espèce de masse qui a grandi petit à petit jusqu'à devenir Bienboa, c'est-à-dire ce fantôme qui ressemblait à s'y méprendre à un être vivant classique. C'est ça? Tout à fait. Ce qu'il faut... Richer appelle ça le phénomène de l'ectoplasmie. On lui tire un peu ce nom, c'est vrai que ça existe aussi en biologie, mais avec un autre sens. C'est vraiment, il écrit ça en physiologiste comme un pseudopode, c'est-à-dire des êtres comme ça qui se développent et qui prennent une forme au fur et à mesure, qui est vraiment une sorte de métamorphose en mouvement. C'est-à-dire qu'au départ, on voit une tête, c'est informe, c'est une substance très lumineuse, très blanchâtre. Dans la description de Richer, qui est seconde par seconde, si vous voulez, c'est vrai que c'est très étrange la façon dont c'est apposé, et puis la façon dont ça disparaît aussi. Mais c'est quelque chose que Richer voulait étudier, qu'il avait déjà pu constater un petit peu, mais que d'autres expérimentateurs avant lui avaient constaté. Et en particulier, il y avait Sir William Crookes, qui était un grand scientifique anglais, qui avait observé le même phénomène avec Florence Cook, aussi une adolescente. Et ce phénomène-là, il l'avait pris en photo, mais c'était particulier parce que il avait pris la photo de l'ectoplasme qui s'appelait Cathy King, et cet ectoplasme ressemblait un peu trop à Florence Cook elle-même. Donc vous avez une photo, vous avez Cathy King, et on vous dit mais c'est un ectoplasme, et elle ressemble à Florence Cook, donc personne n'a voulu de ces photos-là. Et ce que fait Richer, c'est que devant ces apparitions, donc il y a celle-là dont je vous parlais où il apparaît et disparaît dans le sol, elle n'est pas prise en photo, mais il y a eu au moins une vingtaine de séances avec des phénomènes. Et dans ces séances, parfois ça marchait, on pouvait prendre des photos, parfois ça clignait des yeux, des photos qui ont été diffusées dans la presse, mais la majorité des photos n'ont pas été diffusées, et on voit non seulement le fantôme, qui ressemble plutôt à un homme barbu, avec une grande tache blanche, et un casque, parfois c'est plus un casque, c'est un turban, donc on a changé l'accessoire, mais on voit aussi derrière la médium, on voit tous les personnages qui sont présents, quoi. C'est quand même un changement par rapport aux premières photos qui avaient été obtenues par William Crookes. Mais dites-moi, ces manifestations ont duré combien de temps, cette espèce d'apparition sortant du sol comme ça qui grandit et qui ensuite disparaît? Charles Richer a pu dire ça a duré 10 secondes, 20, 30, une minute, 2? C'est très étonnant parce vous allez voir, c'est assez amusant. On dirait vraiment que Bienboa se prête au jeu comme un acteur de théâtre. Et ce qui a justement relancé un peu des doutes sur le fait que ce serait peut-être justement quelqu'un qui fait l'acteur. C'est-à-dire qu'il apparaît, et Richer se rend compte qu'il a plus assez son appareil photo ne s'enclenche pas, il lui manque de l'huile. Donc il dit, attendez, je vais sortir, je vais chercher de l'huile, je reviens, le fantôme attend, et puis il se fait prendre en photo. Donc c'est assez cocasse quand même. Ah oui, très poli, comme très urbain ce fantôme. Et puis même à une autre séance, le fantôme fait ce qu'on lui demande, et puis après il est applaudi par l'assemblée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il salue, et comme un acteur, il salue 3 fois comme ça son public, très heureux. C'est vraiment, on a vraiment l'impression parfois que le phénomène le plus
dérangeant se transforme aussi un petit peu en mascarade derrière. Oui. Et c'est quelque chose qui a été repris par des critiques. Je ne sais pas si on peut déjà avancer vers cette partie-là. Non, on va parler des photos. J'aimerais parce que dans le bulletin de l'Institut Métapsychique, là, ce bulletin numéro 4, il y a 2 photos qui sont publiées. Une, on est d'accord, c'est complètement bidonné. Oui, c'est un spectacle qui a été monté par la fille du parapsychologue John Beloff, qui s'appelle Zoe Beloff, qui est écossaise et qui a fait ce spectacle en Belgique, en Angleterre, où elle reproduit comme un théâtre les expériences. Donc nous sommes d'accord. Or, la seconde photo, celle-là est présentée, enfin c'est Charles Richer qui l'a prise, la seconde photo, tout à fait, oui. Et on voit Bien Boa avec assis derrière visiblement un des participants à cette séance spirit ou une participante, je crois que c'est Marthe Béraud. Alors que doit-on penser de cette photo? J'avoue que je l'ai regardée sur plusieurs angles, évidemment. Elle est assez intrigante, mais la première réaction que l'on a en regardant cette photo, on se dit, c'est une mascarade, c'est un faux. C'est truqué, ouais, c'est truqué. C'est vraiment l'idée qu'on se fait, et puis on trouve plein de choses qui sont pas normales sur une photo. Comment expliquer que, par exemple, l'épaule du médium Aïcha qui était présente et et Marthe qui la soutenait, on voit très bien son épaule, on voit très bien son bras, le début de sa tête, on voit très bien les rideaux, mais il y a des zones de flou concernant Bien Boa. On voit pas ses jambes. On voit des sortes de bâtons, il n'a pas de jambes. Ou alors ses jambes, il est plié et il flotte un peu en l'air, quoi. On voit plus la main, le bras de Marthe, on voit une sorte de manche vide. Est-ce que ça veut dire que son bras soutient par exemple un mannequin, comme qu'on a pu faire l'hypothèse? Mais bon, c'est difficile de dire que c'est un mannequin, parce que quand on analyse la photo de façon stéréoscopique, on voit que le visage de Bien Boa n'est pas celui vraiment d'un mannequin, il est animé. Non, clairement, enfin c'est pas un mannequin, on a l'impression que c'est un acteur plutôt, mais disons que il y a autant d'anomalies que d'éléments des deux côtés qui vont penser à soit une mascarade, soit quelque chose d'extrêmement étrange. Et je pense même, qu'on n'a jamais obtenu de meilleures photos, mais c'est jamais suffisant, la photo en elle-même, sans contexte, sans la fiabilité des témoignages, leur concordance. Là, on a cette photo qui a été diffusée dans la presse, mais tout le monde en a donné une interprétation différente. On peut imaginer une tonne d'histoires qui pourraient expliquer comment on a obtenu cette photo. Bon, moi, ce qui m'avait intéressé aussi, j'avais eu la chance de tomber sur les annales des silences psychiques de 1906, où il n'y a pas que cette photo, mais il y a des planches de plus d'une douzaine de photos. Oui. Et donc là, on a plusieurs photos, on remarque d'autres anomalies. Par exemple, à un moment, c'est un casque, à un moment, c'est un turban, la taille de Bien Boa change, il prend 10 cm, il apparaît dans différentes positions, il a toujours une partie de lui qui disparaît, mais en même temps, on voit la médium. Donc c'était quelque chose d'assez étonnant. Donc ces photos ont été analysées, donc il y en a certains qui ont conclu à un trucage, et il y en a d'autres comme Sir Oliver Lodge, qui est un physicien anglais aussi assez réputé, qui lui disait que c'était les meilleures photos métapsychiques jamais obtenues, quoi. C'est quand même, enfin, on ne réussit pas à trancher, quoi qu'il en soit. Non, ces éléments-là, mais les parapsychologues sont d'accord là-dessus, hein. Ils disent qu'on n'a jamais obtenu un film ou une photo d'un phénomène psy en action, pourrait-on dire, qui soit suffisante, concluante, quoi. Il y a toujours des ambiguïtés, et on pourrait suspecter, il y a certains auteurs qui suspectent que c'est une façon qu'a le phénomène de se manifester. Bon, bien sûr, cette hypothèse est assez coûteuse, en fait. Ouais. Quels sont les éléments, malgré tout, parce que qui tendent vers l'hypothèse d'un fantôme ou d'un ectoplasme? Par exemple, c'est quand même extrêmement étonnant que ce fantôme se plie volontiers à tout ce que lui demande l'Assemblée. Par exemple, à souffler, vous l'avez dit, dans ce flacon qui contenait un produit qui réagit, si c'est du carbone 14, il l'a pris, donc Richer lui a serré la main ou il a serré la main d'autres personnes. Enfin, il y a eu des contacts physiques quand même. Oh, il fait pas tout, hein. Il est aussi assez capricieux. Ça dépend des séances.
Par exemple, Richer avait un grand espoir de pouvoir reproduire le phénomène vécu par William Crookes, qui était on prend la main de l'ectoplasme dans sa main et la main se fond, se disparaît. Donc on tient le bras d'une personne qui disparaît. Donc ça aurait été quelque chose que Richer avait voulu vivre. Il avait demandé à Bienbois et Bienbois ne lui a pas accordé. Par exemple. Oui. Bon, écoutez, une pause et on se retrouve tout de suite après pour évoquer maintenant toutes les critiques évidemment qui n'ont pas manqué de tomber sur Charles Richer à la suite de la publication de son rapport, de son mois passé à la Villa Carmen à Alger. Et puis vous nous ferez part des critiques parce que d'autres scientifiques sont revenus évidemment sur cette affaire tout au long des différentes années. Vous êtes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange, nous allons revenir dans cette Villa Carmen. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Voilà, on sait à peu près ce qui s'est passé dans la Villa Carmen aux alentours du début des années 1900. Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International nous sert de guide dans ce dossier. Je rappelle d'ailleurs que si vous avez vécu, là on est en train de préparer une prochaine émission, vécu des phénomènes d'apparition, vécu également, vous le pensez, des choses étranges dans votre maison, vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300 et vous me laissez un message et ainsi que vos coordonnées pour que je puisse vous contacter et éventuellement venir enquêter sur place dans ma boîte vocale, les Aventuriers de l'étrange. Alors, Renaud Évrard, revenons à la Villa Carmen. Au bout d'un mois d'expérimentation, Charles Richer revient en France. Bien. Il rédige ses rapports, il publie. Quelles sont, lui, ses conclusions avant d'écouter ses éventuels supporters ou détracteurs? En fait, c'est particulier parce que une dernière personne à avoir fait le dossier Villa Carmen, c'est Pascal Le Maléfant, un psychologue. Lui, il cite une interview, un écrit de Richer dans le Figaro en octobre 1905, où Richer dit « Je crois aux fantômes ». Peu importe ce que les autres diront, je crois aux fantômes. Mais dans cet article-là, qu'on peut trouver sur Internet maintenant, c'est numérisé tout ça, Richer ne parle pas encore de la Villa Carmen, il parle d'autres expériences, d'autres personnes, d'une assemblée d'expériences. Et il parlera de la Villa Carmen. Sa conclusion, c'est pas « je crois aux fantômes ». Du coup, on pourrait croire ça, mais faut entendre un peu plus autrement. Il publie dans les Annales des sciences psychiques, qui était la revue de l'époque. Et il publie son témoignage, son enquête, celle d'autres personnes. Sa conclusion, c'est que, à moins d'une fraude de Marthe, qui est possible, il ne peut pas expliquer ces phénomènes normalement. Et il dit qu'il n'a pas non plus réussi à trouver la fraude, comment Marthe aurait fraudé, mais il dit que ce serait super intéressant si quelqu'un pouvait lui expliquer comment elle s'y est pris, quoi. Ouais, parce que il faut rappeler, les fenêtres étaient condamnées, la porte fermée à clé, des appareils photo couvrant plusieurs angles. Donc même si Marthe Béraud était dissimulée derrière un rideau dans un angle de pièce, comment un homme aurait pu se glisser dans cette pièce, jouer ce rôle, avoir des apparences un peu parfois, des parties du corps qui disparaissent, etc. Enfin, il aurait fallu que ce soit un super Houdini quand même. Oui, c'est justement ça qui est particulier, c'est-à-dire que les gens qui se sont intéressés à ce dossier-là et qui ont réagi très très rapidement, sont soit partis de la photo, disons voilà la photo, voilà comment ça a pu se passer, soit sont partis du contexte historique et là on est bloqué au bout d'un moment, quoi. Donc je vais développer un peu les deux aspects. Donc la photo, on voit un Bienbois du théâtre, on dirait un homme avec une barbe postiche, un habit local et tout ça. Oui, clairement. Et il y a le cocher Areski, dont je vous avais parlé, qui avait été évacué des séances parce qu'il avait tenté de frauder. Richer ne l'a jamais vraiment croisé. Il a été évacué des séances avant l'arrivée de Richer. Cet homme-là a été récupéré par un médecin linguiste d'Alger, qui s'appelle le docteur Roubi, qui était dans une sorte de croisade contre le mysticisme. C'était un sceptique de l'époque, quoi, qui n'avait pas forcément des travaux très brillants, mais bon, qui avait cette idée-là.
Et il a fait une enquête à l'époque, il a été interviewé la cuisinière, donc la cuisinière disait mais oui, il y a une fraude, elle y croyait pas, il a été prendre le cocher, et il a fait en sorte que le cocher fasse une prestation à l'université populaire d'Alger, dans des conditions qui sont pas du tout celles d'observation de Richer, c'est-à-dire que c'est un théâtre, il y a des effets spéciaux, le cocher Areski est habillé en bien boa, il sort du rideau, il y a de la fumée, il y a des lumières, le public d'Alger est super content, c'est un très beau spectacle. Et ça c'est diffusé internationalement, Roubi, aucun problème pour dire que voilà, Richer a été joué. Et bon, c'est pas les mêmes conditions, et même un fait étonnant, et Pascal Maléfant ne le cite pas, parce que lui s'arrête justement au témoignage d'Areski en disant que c'est assez valable. C'est vrai que c'est une hypothèse, c'est un homme qui a une motivation à tromper un peu ses employeurs, et donc il aurait très bien pu faire ça, mais Areski dit oui, bah alors moi j'assistais aux séances, je faisais les vérifications avec Richer et Delanne, j'étais dans la pièce, et après je pouvais me dissimuler et m'habiller en bien bois et sortir. Mais à aucun moment, selon les témoignages de Richer, de toutes les personnes présentes, Areski n'a assisté aux séances. Il n'a jamais servi de vérification. Et donc, tout ce qu'il raconte, c'est un peu bizarre, et puis c'est pas quelqu'un de très fiable, parce que finalement, une fois qu'il a fait son spectacle, il vient spontanément de voir le général Noël, il lui dit, il vient rétracter ses aveux, il vient dire non, mais en fait c'était un guet-apens que le docteur Roubi m'a donné, enfin il m'a hypnotisé, il m'a suggestionné, s'il vous plaît, enfin vous croyez pas, enfin voilà, donc c'est pas quelqu'un vraiment de très fiable, quoi. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Alors, ok, donc Richer, malgré tout, parce que ça, c'est dans la balance des contre les événements, ne parle pas de la Villa Carmen très rapidement après. Oh bon, il faut le temps de rédiger. Enfin, finalement, il rentre en septembre, il publie en novembre, c'est quand même. Ah oui, donc quand même si, oui, tout à fait. Puis il reviendra dessus avec les documents des autres personnes, tous les dessins, les schémas. Il manque quasiment aucune information sur la façon dont se déroulent les événements. À part quelques trucs qui décrédibilisent un peu Richer et qui a bien retrouvé Pascal Le Maléfant, bon, qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Bien Boa qui se matérialisait, il y avait aussi une princesse égyptienne. Voilà, ça c'est un truc que Richer gardait un peu dans son romantisme. Finalement, il avait une médium personnelle avec qui il était en communication, lui aussi, soi-disant, avec une princesse égyptienne réincarnée. Bon, on ne sait pas trop l'attitude de Richer par rapport à ça, mais il voulait voir si cette princesse égyptienne pouvait aussi apparaître, qu'il n'y avait pas que Bien Boa. Et c'est effectivement ce qui se passe au dernier jour des séances, en septembre. Il y a cette princesse égyptienne qui sort, et Richer lui demande s'il peut couper une mèche de ses cheveux. Oui. Et elle se laisse couper une mèche de cheveux, donc derrière le baldaquin, dans la petite zone sombre. Et donc Richer fait analyser ses cheveux, c'est des cheveux blonds, ça ne sort pas d'une perruque, ou alors une perruque, ça aurait coûté 1000 fois le salaire de Marlborough, ça a coûté très cher pour elle. Et Marlborough est petite et brune, alors que avec des cheveux très courts, et là c'était des longs cheveux blonds, quoi. Donc élément bizarre, mais ça rentre quand même dans le romantisme de Richer, et des sceptiques très récemment encore ont récupéré ça en disant voilà, Richer amoureux d'une fantomette, il était croyant, il était crédule, quoi, par rapport à ça. Bon. C'est vrai que c'est limite quand même. Oui, c'est ça, il y a une ambiguïté dans chaque phénomène. À sa part, il y a toujours des arguments, des contre-arguments. Et moi d'ailleurs, je suis pas là pour dire, vous voyez, il y a eu des expériences qui prouvent l'ectoplasmie, mais simplement c'est vrai que c'est un dossier qui est intéressant à d'autres niveaux. C'est parce qu'il va vraiment partager la communauté scientifique. Il va déterminer un peu aussi la trajectoire que va suivre la métapsychique de Richer. Une séparation, un divorce entre le psychologique et le psychique. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il faut savoir que ça a fait vraiment un scandale national, ce cas-là. Donc c'est pour ça, 100 ans après, on en entend toujours parler, il y a toujours des controverses, il y a toujours des articles avec tel ou tel élément. Bon, les enquêtes sont finies, on a quasiment tout ce qu'on pouvait avoir en enquête, en documentation, mais on se rend compte que certaines personnes vont avoir des affirmations sceptiques par rapport à ce sujet, qui collent pas vraiment, ou qui demandent de dire que Richer était fou, quoi.
C'est un peu ça, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte la parole de Richer, le témoignage historique, la méthode historique, et de prendre en compte, je sais pas, de dire que la photo avait des anomalies, donc on peut pas conclure, de partir simplement d'un point de vue scientifique, sans le côté historique. C'est très problématique, c'est une façon d'amener la preuve qui m'intéressait en fait. Alors, Renaud Évrard, intéressons-nous quelques instants quand même à Marthe Béraud, parce que c'est elle qui est au centre finalement, qui est le médium principal, hein, nous sommes d'accord, c'est elle qui est censée produire le phénomène. Oui, oui. Alors des fois elle est seule, des fois elle est accompagnée de la servante Aïcha qui l'aide, on ne sait pas trop pourquoi. On peut imaginer que ça rajoute une ambiguïté au phénomène, vu que Aïcha aurait pu aussi frauder, ou je ne sais pas comment, enfin elle n'a jamais été prise à frauder. Et puis il y avait ses sœurs de Marthe. Mais Marthe c'est particulier parce que elle n'est pas sûre que c'est elle qui produit les phénomènes. C'est-à-dire elle est magnétisée en début de séance, elle est dans un état de transe, c'est une jeune adolescente un peu hystérique, peut-être, on peut dire ça comme ça. Des gens ne se priveront pas de lui affubler le qualificatif de mythomane, hein, donc qui vient d'être créé à cette époque justement et qui trouve son application immédiate. Et donc elle dit mais c'est pas moi, enfin je sais pas, elle dira dans un journal mais je pense pas que c'est moi, elle dira à d'autres personnes mais je pense pas que c'est moi, mais ça veut pas dire qu'elle pense qu'elle a fraudé ou qu'il y a une fraude, mais elle n'arrive pas à se dire que c'est elle-même qui est capable de produire ces phénomènes, et on peut la comprendre, c'est fréquent que des médiums disent ça, mais on va publier des aveux de Marthe Béraud. Alors ça c'est quand même quelque chose d'assez génial. Quand la controverse se fait, Rouby publie des aveux de Marthe Béraud. Plus tard, en 1920, quand Rouby, le journaliste reprendra ce truc, il publiera des aveux de Marthe Béraud, mais Marthe Béraud n'a jamais fait d'aveu direct. Jamais dit j'ai fraudé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand on remonte un peu le fil, on se rend compte que c'est le père de Marthe Béraud qui a envoyé une lettre à Charles Richer en lui disant c'est fini, on va plus faire d'expérience, on arrête là. De toute façon, Marthe m'a avoué qu'elle avait fraudé, qu'il y a une trappe. Bon, Richer sait très bien qu'il n'y a pas de trappe. Pourquoi le père de Marthe fait ça? C'est parce que là, ça prend des proportions en 1905 quand Richer arrive. À la fois sur le plan social, c'est désastreux, c'est-à-dire que là on parle que de ça, tout Alger est remué par rapport à ça, et sur le plan familial, on voit que le personnage de Richer joue pour Marthe un peu une figure paternelle éblouissante. Et là le père est un peu déconsidéré, donc du coup ça se fâche, le Noël et les Béraud se fâchent, et pour mettre fin à tout ce manège, alors qu'il a encore autorité sur sa fille adolescente, le père de Marthe Béraud essaie de jeter l'affaire. Bon voilà, c'est récupéré comme des aveux directs de Marthe Béraud, ce qui est un peu pas évident. Et ensuite, Marthe Béraud s'émancipera avec difficulté, hein, c'est pas évident pour elle. Elle reviendra en France et à Paris, elle fera des expériences avec Juliette Bisson, avec le baron von Schrennossing, avec d'autres expérimentateurs, avec d'autres photos, d'autres phénomènes aussi, avec d'autres controverses. Elle aura une carrière assez longue là-dedans. Et c'est une des médiums les plus connus en France. Alors, justement, est-ce que elle a produit des phénomènes similaires ou des phénomènes psy tout court lors d'expérimentations rigoureusement contrôlées? Dans le bulletin métapsychique, vous trouverez d'autres comptes rendus de lecture de ces périodes-là. Il y a donc le livre de Bisson, de Schrennossing sur les phénomènes physiques de la médiumnité, et qui montrent des conditions d'expérimentation où ça va encore plus loin que Richer. Bon, comment ça peut aller plus loin? La médium est nue. Carrément. C'est assez cru, hein. La médium est nue. Elle est fouillée, mais dans toutes les parties du corps. Hein? D'accord. Elle prend des laxatifs, on lui met un pyjama qui est quasiment une camisole de force. Donc elle est devant des séances et on voit même des photos où elle sort nue. Mais il y a des sortes d'apparitions, mais elles sont différentes. C'est pas des personnages entiers, enfin, c'est des apparitions en 2D. En 2D, en 2 dimensions. Oui. C'est pas en 3 dimensions, ça a changé. Mais ça va être, par exemple, une photo d'une personne qui apparaît sur sa poitrine, ou comme si elle tendait, ça a suscité d'autres controverses. Mais elle a apparemment persisté, en tout cas dans ses capacités, quoi. Mais elle a produit des phénomènes qui ont été, qui ont été validés par des protocoles extrêmement rigoureux. C'est ça la question. C'est un peu ça.
ça, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que on a des photos ont été remises en cause, en particulier par des parapsychologues. C'est-à-dire que même parmi les parapsychologues, on fait le tri, hein. C'est-à-dire Eugène Osti qui prendra la direction de l'INI, il dira moi, ok, la clairvoyance, tout ça, ça me paraît plausible, mais Richer, je pense qu'il s'est fait tromper. À la Villa Carmen, il prendra la vie générale. Plus tard, Robert Amadou, dans les années 1950, dira mais toute la métapsychique physique, c'est du n'importe quoi, faut jeter à la poubelle. Et pourtant, c'est des parapsychologues. Et même parmi les sceptiques, ça c'est très amusant, Paul Euzé, le journaliste, dira moi, les ectoplasmes et tout ça, les phénomènes physiques, ça m'embête vraiment beaucoup. Mais par contre, la télépathie, tout ça, ouais, les expériences ont été très bien faites, il n'y a pas de problème. On a rarement des sceptiques comme ça encore actuellement, mais ça arrive, quoi. Oui. Non, mais la question c'était si elle a produit d'autres phénomènes, on peut considérer qu'elle a peut-être produit réellement des phénomènes dans la Villa Carmen. C'est des éléments qui vont dans ce sens, mais c'est pas suffisant. C'est pas assez. Moi, j'aime beaucoup l'enquête du docteur et magistrat Joseph Maxwell, qui était de l'époque contemporain de Richer, avocat général à la Cour des Bordeaux, qui a réalisé toute l'enquête, et il montre bien que on doit faire l'analyse de ces séances en particulier, selon les descriptions qui ont été faites par Richer, et où il y a des possibilités, des choses ambiguës, comme le fait qu'on n'ait pas fouillé les médiums systématiquement, qu'on n'ait pas fouillé des expérimentateurs systématiquement, ce qui sera fait par la suite. C'est-à-dire, les protocoles s'améliorent, on peut toujours trouver d'autres choses à faire. Même avec ça, même avec ces contrôles qui n'ont pas été faits, Maxwell dirait quand même que c'est pas suffisant pour montrer comment la fraude a pu être faite, quoi. Ouais. Une pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, mon cher Renaud, et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de ce dossier. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. La Villa Carmen, la conclusion pour ce soir du moins, parce que j'imagine que d'autres personnes vont s'intéresser encore à ce dossier qui date du début des années 1900. Alors, Renaud Evrard, vous qui vous êtes replongé, en plus vous êtes à l'Institut Métapsychique International, donc vous avez eu accès à tout un tas de documents. Je les ai pas eus à l'Institut, ils les ont même plus. Ah bon, je les ai vus dans les bibliothèques universitaires, ouais. C'est assez classique, quoi. Ouais. Les planches de photos, par exemple, que vous avez vues, qui n'ont pas été publiées, vous avez eu accès... Non, elles ont été publiées. Non, mais là, je veux dire, pas dans le bulletin métapsychique. Non, c'est sûr, oui. Alors, dans le bulletin numéro 4 de l'IMI, il y a qu'une seule photo prise par Charles Richer de Bienboa, finalement. Vous en trouvez d'autres sur Internet, un petit peu. D'accord, très bien. Donc ça, c'est à noter. Renaud Evrard, finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté de replonger dans ce dossier avant de vous demander votre intime conviction? D'abord, le fait important, finalement, c'est pas forcément concernant la vie de la Carmen, mais c'est plutôt dans la manière dont, vous nous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, ça a scindé la communauté des parapsychologues en deux, en mettant la psychologie d'un côté et la parapsychologie de l'autre. Oui, donc c'est pas les parapsychologues, c'est-à-dire que à la fin du 19e, début 20e, on ne fait pas la différence entre les philosophes, les psychologues et les métapsychistes, finalement. D'accord. C'est-à-dire des gens comme William James, Frédéric Myers, Charles Richer, c'est les pontes de la psychologie. Et les psychologues étudient également les phénomènes paranormaux. Je vais prendre un exemple, mais qui montre déjà un peu un début de divorce. Il y a en 1901 la création de l'Institut Général Psychologique. Mais en fait, il s'appelle pas comme ça au début, il s'appelle Institut Psychique International. Et il est créé pour ressembler à la Société de recherche psychique de Londres. Mais tout de suite, on nous demande, mais non, changez le nom, mettez pas psychique, mettez psychologique, et puis plus tard, pour des raisons administratives, on viendra à Institut Général Psychologique. Mais là, il y a les plus grands psychologues, il y a Pierre Janet, mais Pierre Janet, c'est quelqu'un qui a montré, dans des expériences qu'il a faites, qu'il y avait peut-être des éléments de clairvoyance avec des somnambules, mais qui après a rejeté tout ça, a étouffé, et puis ça lui a permis de faire aussi une grande carrière au Collège de France, à la chaire de psychologie expérimentale. Mais du coup, lui, il dit, non, moi je crée la Société française de psychologie. Voilà, on part d'un côté. Et il faut savoir que l'Institut Général Psychologique a quand même fonctionné. Par exemple, dans les années 1905, à partir de 1905 jusqu'à 1908,
il y avait un service, un département de sciences psychiques qui ont étudié Eusebia Palladino pendant 4 ans. Grand médium, oui. Pas n'importe qui, c'était aussi une autre histoire, mais c'est Pierre et Marie Curie, c'est Henri Bergson, c'est des grands physiciens et psychologues de l'époque qui s'y sont plongés. Mais là, il y a la distinction entre psychique et psychologique, se fait parce que Richer est attaqué de toutes parts et surtout par des médecins. Bon, il est médecin lui-même, on peut comprendre un peu ça. Ça commence par des publications, mais vraiment, le plus bas niveau, c'est quand même le médecin qui lui dit, mais le vrai contrôle expérimental qui aurait dû être fait, ça aurait été de donner un coup de poignard ou un coup de fusil directement sur Benboa, parce que si c'est un fantôme, pourquoi pas? Oui. C'est vraiment, pour un médecin, c'est un peu limite, surtout que... c'est quand même, comme le dit Maxwell, c'est tiré un peu de la religion chrétienne où on dit que les anges et les démons sont des productions tout à fait extérieures aux êtres humains, ils sont immatériels et tout ça, alors que les métapsychistes ont plutôt rendu compte que quand on touchait ou qu'on blessait l'apparition sans vraiment, en étant brutal, le médium pouvait tomber malade, ce qu'on appelle la répercussion. C'est un peu aussi une hypothèse, une croyance également, mais donc on n'avait pas de raison de faire ça. Et puis après, ça a été... Richer a été traîné dans la boue dans un congrès de physiologie. Des médecins comme Pierre Janet ont dit mais si tout est possible, moi je m'intéresserai pas du tout au travail de Richer. Quand il est interrogé en 1906, il dit mais tant pis, Richer, il pense pas comme moi, il est différent. Il y en a d'autres qui chercheront à diviser Richer, c'est-à-dire que Richer, à la même période, il fait des expériences qui vont lui donner le prix Nobel, et il fait des expériences sur la Villa Carmen. Oui. Donc, on est obligé de diviser Richer parce que ça peut pas être à la fois un très très bon scientifique et un très très bon quelqu'un qui est hors science comme ça. Et donc on dit Dupré, qui a inventé le concept de mythomanie à l'époque, le diagnostic, dira voilà, nous avons le parfait exemple du couple mythomane et tomatomane, Richer et tomatomane. Et puis on trouvera des dissociations, on dira en fait Richer est un spirit qui s'ignore, un spirit honteux. Et Pascal Le Maléfant en 2004 encore, il dira la même chose, il dira mais en fait c'est parce que Richer était spirit et qu'il essayait de le cacher, donc comme il est croyant, toutes ces expériences tombent à l'eau en fait. D'accord. Et ce qui n'empêche que même s'il avait été refusé à l'Académie des sciences, lorsqu'il a eu le prix Nobel de médecine, ils ont bien été obligés de l'accepter finalement. Oui, c'est ça, c'est que ça lui a coûté beaucoup dans son carrière. Il aurait dû être à l'Académie des sciences beaucoup plus tôt. Bon, il était déjà à plein d'autres académies. La reconnaissance, ça ne manquait pas. Oui. Mais l'Académie des sciences, on lui a bien dit, c'est à cause de la Villa Carmen, on vous a pas pris, quoi. Vous avez pas pris tout de suite. Bon, comme finalement l'affaire a vécu, 10 ans se sont passés, Richer s'est intéressé à d'autres expériences. On lui a passé, on lui a dit ok, bon, on vous dédouane, on vous pardonne. On vous pardonne, oui. On vous pardonne de vous être intéressé à ça et d'avoir publié finalement là-dessus, quoi. Oui, et puis c'est très étonnant parce que c'est les psychologues qui moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles étaient leurs hypothèses. C'est-à-dire, moi, je m'intéressais beaucoup aux critiques qui ont été faites, et les critiques, elles vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand l'hypothèse du cocher à Reski, qui jouerait lui-même le truc, tient pas, c'est pas grave, tant pis. Alors, c'est Marc Béraud qui a fraudé. Si c'est pas ça, non, c'est un mannequin. Si c'est pas ça, c'est une hallucination. On cherche pas vraiment à aller jusqu'au bout de chacune des critiques, mais tout ce qu'on essaie de faire, tout ce qu'ont essayé de faire les psychologues et les médecins de l'époque, c'est discréditer au maximum tout ce qui avait été pu être publié. C'était pas vraiment l'attitude scientifique que j'aurais moi aimé trouver, parce qu'il y a des défauts, comme je vous ai dit sur les contrôles, mais ces défauts, ils sont dits par Richer, qui dit lui-même, voilà, moi j'arrive pas à la conclusion que c'est la preuve absolue de l'ectoplasme, parce que j'ai des doutes encore sur les fraudes de Marc Béraud. C'est Maxwell qui refait toute l'enquête. Donc on n'a pas attendu des sceptiques pour tempérer ou modérer la conclusion. On a plutôt Richer, quand il publie, il invite les autres chercheurs à s'intéresser à ce domaine, à produire des expériences, à améliorer encore des conditions si c'est possible. Et c'est ce que certains feront, mais les psychologues se braquent et ils se divisent. Et ils mettent la psychique d'un côté et la psychologie de l'autre. Alors, Renaud Évrard, quelles sont vos conclusions, vous, après vous être plongé dans ce dossier de la Villa Carmen? J'ai pas vraiment de conclusion sur la Villa Carmen. Ce serait justement corrompre un peu le dossier, de donner plus de crédit à certains qu'à d'autres. Et puis il y a toujours ces problèmes. Qui pourrait me faire un ectoplasme, moi, pour me convaincre, moi, maintenant, tout de suite, là? On est quand même très loin sur un plan culturel de l'époque où Marc Béraud était quand même élevé à faire un ectoplasme quasiment, et où on était dans une ambiance spirit effervescente.
on est très loin de ça. Il n'y a plus vraiment de personnes qui font des ectoplasmes, donc c'est finalement un mystère. Et là, il y a plusieurs attitudes. C'est une attitude, par exemple, historique, de dire, c'est Bertrand Meillas qui peut tenir des attitudes comme ça en disant, voilà, j'ai fait une enquête historique intégrale, j'ai tous les documents, j'ai toutes les données, ça concorde, on a du mal les hypothèses normales ont du mal à se frayer un chemin, donc on pourrait conclure positivement sur un plan historique. Sur un plan scientifique, c'est plus difficile vu que on a d'autres critères comme la reproduction des expériences et tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'intermédiaire, c'est-à-dire une preuve en parapsychologie. C'est jamais simplement une expérience avec des résultats, c'est jamais simplement un cas spontané avec des témoignages, c'est entre les deux. Il y a une matérialité là, on a des photos, on a des éléments, on a des témoignages concordants, on a des reproductions finalement avec un même médium d'expériences similaires. C'est pas juste des témoignages. Mais on est entre les deux. Moi, j'appelle ça la documentation. Et je suis assez... Je pense que en parapsychologie, on trouve des documentations comme ça et qui sont jamais, qui gardent une ambiguïté, qui font un peu vivre, qui mènent des controverses sans fin. Et je pense que la controverse est une bonne chose tant qu'elle est bien pratiquée. Honnête et intellectuellement honnête, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. Renaud Évrard, vous avez juste effleuré un sujet qui me semble intéressant d'aborder pour peut-être conclure sur la projection à une émission un petit peu plus tard. Vous dites que les ectoplasmes actuellement ne se produisent plus ou quasiment plus. Est-ce que vous sous-entendez par là que dans une ambiance très baignée dans le spiritisme, qui était un courant intellectuel fort à cette époque-là, fin du 19e, début 20e, c'était extrêmement important, il y avait plusieurs journaux Spirit, il y avait une mutuelle Spirit. Et vous savez combien il y avait de personnes affiliées à l'Union Spirit en France 1,5 million de personnes. Ce qui était énorme. Oui. Énorme, oui. Affiliés sans compter donc ceux qui étaient autour d'eux, c'est-à-dire les sympathisants, ceux qui y croyaient sans s'engager, etc. Oui, tout à fait. Donc, vous pensez que la société était d'une certaine manière baignée dans une sorte d'ambiance qui permettait à des individus de produire ce type de phénomène? C'est une expérience intéressante parce que l'expérimentateur respecte l'écologie du sujet, des personnes présentes, tout en pouvant intercaler les conditions de rigueur qui lui semblent suffisantes. En fait. Et donc là, on a Richer qui fait la chaîne, qui fait des chants, des prières. Bon, je pense pas qu'il s'est participé beaucoup, mais il était là au moins. Et on garde l'ambiance. Aujourd'hui, c'est un laboratoire peut-être un peu frisqué, quoi, pour des sujets comme ça. Si la séance ne donnait rien, c'est pas grave, on reprenait la fois d'après. Si on avait des doutes, on recommençait. Mais aujourd'hui, donc, je disais, Marthe était une des médiums qui, comme d'autres, avait été élevée dans cette ambiance, et puis aussi on avait une croyance assez forte sur la possibilité de prouver l'âme. C'est-à-dire que la science était dans un tel succès à cette époque qu'on pensait que c'est bon, on allait pouvoir montrer la réalité de l'âme, parmi d'autres phénomènes aussi tout aussi incroyables comme le fait de pouvoir voler en l'air avec des avions, des choses comme ça. Et donc on disait l'âme existe et une façon de la montrer, c'est de la produire à l'extérieur. C'est ça un peu les ectoplasmes, c'est cette croyance qui se matérialise dans un contexte très particulier. Aujourd'hui, on dirait que pour prouver l'âme, on s'y prendrait différemment en fait. Tout le monde a peur des ectoplasmes. Enfin, je veux dire, parler d'ectoplasme, c'est vraiment se griller au niveau de n'importe qui. Enfin, ça fait partie du langage des maisons de l'horreur, de la maison de l'horreur, quoi. Voilà. Mais à votre avis, donc, c'est parce que en termes de société, l'ambiance sociale, la culture, aussi bien scientifique, c'est un des aspects. A changé. On ne peut plus produire d'ectoplasme actuellement, ou beaucoup moins. C'est même plus complexe que ça, en fait, parce qu'il faut prendre aussi certains sceptiques vont dire c'était parce qu'on a amélioré la qualité, par exemple des vidéos où on pouvait prendre l'infrarouge. Ils pensent que l'infrarouge est une des conditions qui a conduit à la disparition de l'ectoplasme, parce que vous ne pouvez plus tricher, on voyait dans le noir. Mais bon, il faut savoir que toutes les séances n'avaient pas lieu dans le noir, également, avec certains médias. À Limi, loin de là d'ailleurs, oui, tout à fait. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans les années 30, j'ai parlé d'Hosty qui était sceptique, mais Hosty est un vrai chercheur. C'est un médecin homéopathe assez modeste, mais c'est un vrai chercheur. Il a un sujet sous la main, un adolescent qui s'appelle Rudy Schneider. Il monte un protocole avec son fils qui est ingénieur, qui consiste, on en parle dans le bulletin métapsychique, mais aussi sur le Sutimi, ces expériences qui se font en Limi.
qui consiste à avoir une table avec des faisceaux infrarouges. Dès que quelque chose passe, traverse les faisceaux, ça peut être un gaz, n'importe quoi, c'est relié automatiquement à une alarme et à un appareil photo qui prend automatiquement la photo. Donc, avec ce protocole, Hosty a réussi à piéger une médium qui a essayé de frauder en me mettant la main, en disant voilà, j'arrive à produire des objets, des manifestations télékinétiques à distance, mais en fait elle avait fraudé. Et avec le même protocole, Hosty produit plein d'expériences. Sauf que là, à quoi on assiste? On a des photos où n'apparaissent rien du tout, mais on voit le médium loin de la table, qui avec les fréquences rouges, qui est contrôlé par les expérimentateurs, donc qui a les mains et les pieds bloqués. Et donc il y a ces photos, mais la substance a disparu. Et Hosty ne verra plus de substance. C'est-à-dire le contrôle a augmenté au niveau de sa visibilité, mais on ne voit plus. Et ça ne laisse plus assez d'ambiguïté pour qu'il y ait finalement l'apparition au plein jour d'une substance comme a pu voir Richer, quoi. Oui, plus d'ectoplasme. Donc, ça veut dire que deux possibilités. Les conditions expérimentales sont devenues telles que ça fait une pression énorme sur le médium qui ne produit plus, ou de l'autre côté, les conditions expérimentales sont tellement rigoureuses qu'il n'y a plus de place à la triche ou à l'ambiguïté, et donc il n'y a pas de phénomène parce qu'il n'y en a jamais eu. Ouais, c'est un peu ça, on est devant ça, mais c'est aussi l'idée que c'est peut-être une caractéristique physique du phénomène. Enfin, c'est aussi un peu la croyance de l'époque. Hein. La lumière pouvait nuire au phénomène. Enfin bon, je trouve ça un peu léger, mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est finalement une reconversion. On a des phénomènes de transcommunication instrumentale où il y a des déformations sur la télé et tout ça, ou alors des déformations sur un appareil photo. On prend des photos d'un écran noir et puis sur la photo va apparaître des choses qui ne devraient pas y être. C'est une sorte de matérialisation physique des expériences qui sont assez facilement reproductibles actuellement et qui permettraient finalement d'être mis en lien avec ce qui se passait à l'époque. Renaud Évrard, une pause. On va s'intéresser au courrier de nos auditeurs. On reçoit énormément de mails. Là, il y en a un vous concernant. C'est pour ça que ça tombe bien que vous soyez là. Donc, une question. On parlera des vies antérieures. Cette question, le mail porte là-dessus. Et puis, dans quelques instants, vous nous donnerez également l'intégralité du sommaire du bulletin numéro 4 de l'Institut Métapsychique International pour que l'on puisse allécher nos auditeurs et auditrices afin qu'ils s'abonnent nombreux. Vous êtes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Une pause et on se retrouve. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Renaud Évrard est en ma compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je vous rappelle que pour la préparation d'une émission à venir, dans pas trop longtemps, j'espère, enfin tout dépend du nombre de témoignages que nous aurons, si vous avez vécu un phénomène d'apparition, votre témoignage nous intéresse, bien entendu. Quand je dis nous, c'est Renaud Évrard et votre serviteur. Si vous pensez qu'il se passe des choses bizarres dans votre maison et que cela pourrait ressembler à un phénomène de maison hantée, vous nous appelez également. Vous me laissez vos coordonnées, un début de votre témoignage, de ce que vous vivez, au 0826 300 300 dans la boîte vocale, Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Renaud Évrard, le sommaire du bulletin numéro 4 de l'IMI qui est disponible par abonnement. Oui, alors nous avons donc un article que je vous ai parlé sur Hosty et ses expériences avec Rudi Schneider. C'est la signature physique de l'invisible. L'article est fait 2 pages, mais il est beaucoup plus long. On a mis une version longue sur le site IMI parce que c'était dommage de ne pas exposer intégralement. Il y a mon petit article de 4 pages sur la Villa Carmen, un autre sur les moulages ectoplasmiques de l'IMI qui sont un autre type d'expérience très dérangeante. Ça oui. On y reviendra d'ailleurs avec l'auteur. C'est très étonnant, surtout que finalement, comme je vous disais, il y a tout un contexte historique assez particulier et en même temps, j'ai pu tenir entre mes mains des moulages ectoplasmiques de l'époque. Donc il y a quand même une trace matérielle. Et on a des comptes rendus de lecture, un de Bertrand Ménès sur un des grands voyants de l'époque, qui s'appelait Sovietsky, et puis sur les phénomènes physiques, les phénomènes de matérialisation, qui sont encore une fois avec Eva Carrière, donc alias Marthe Béraud, mais des expériences plus tardives. Et bon, comme c'est
c'est le 4e numéro, ça fait 1 an qu'on a démarré cette revue. Elle paraîtra plus forcément de la même façon. On est en train de réfléchir à un nouveau format. Il y a Paul Rabéron qui fait un petit retour sur cette aventure. Bon. Pour remercier aussi les gens qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés par rapport à ça. Ouais. Renaud Évrard, pour en revenir, parce que ça me trotte dans la tête encore ces ectoplasmes, on sait qu'en Amérique du Sud, il y a une mouvance extraordinairement fervente et très présente de spiritisme. Pensez-vous que en Amérique du Sud, donc, il y ait comme ça des gens susceptibles actuellement, puisqu'on retrouve un petit peu la même ambiance, toute proportion gardée évidemment. Qui est plausible, mais alors faut comprendre. Moi, j'ai eu des échos comme ça en Australie, donc en Amérique du Sud et en Angleterre. En Angleterre, c'est plus proche. C'est peut-être même, on peut même peut-être y aller. Mais il y a plus beaucoup de parapsychologues qui se mueraient comme l'a fait Richer, qui prendraient en compte l'écologie du sujet, qui accepteraient de pas faire ça dans un laboratoire où il a tout contrôlé, et puis les ectoplasmes, c'est quand même un phénomène trop fascinant qui déclenche trop de réactions antiseptiques, pour vraiment être étudié. Mais c'est jouable. C'est peut-être qu'il faut être assez téméraire. Et puis il faut être très rigoureux. La plupart des comptes rendus d'expériences de ce type, il y en a eu, Limi a pu étudier récemment encore des Brésiliens qui prétendaient faire ça. Des fois il y a de la triche et ça discrédite beaucoup ce champ de recherche. Et il y a même fréquemment de la triche. Mais c'est pour ça qu'il faut être un expérimentateur assez avisé comme l'était Richer, qui avait 25 ans d'expérience derrière lui avant d'y aller, quoi. Donc l'Amérique du Sud, vous avez eu vent encore de production, mais qu'est-ce que ça donne? On ne sait pas, quoi. Ça ne s'est pas perdu. La croyance au ectoplasme ne s'est pas totalement perdue, en fait. Renaud Évrard, voyons un petit peu les différents mails que nous avons reçus. Vous le savez, vous pouvez m'écrire par mail à étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. Juste quelques petites réponses, Renaud, avant de passer aux mails vous concernant. Il y a Maurice qui m'a envoyé un email concernant les émissions du 15 et 16 février. Je l'ai pris lui comme exemple parce que c'est une question qui est revenue extrêmement souvent dans vos mails ou dans les messages que vous nous avez laissés, qui dit ceci: j'ai l'intention d'acheter le livre Les Archives secrètes de Lourdes. J'ai pas réussi à noter tous les détails. Donc Les Archives secrètes de Lourdes, donc c'est publié aux éditions privées. Notez bien, Les Archives secrètes de Lourdes, c'est publié aux éditions privées. Les deux auteurs, qui sont deux journalistes, s'appellent Baudouin et Chapas et Jean Omnes. Donc, avec ces éléments, vous devriez aller chez votre libraire et le retrouver très très facilement. Également, un autre email me demande les coordonnées du livre concernant les coïncidences. Peut-être l'avez-vous lu d'ailleurs, Renaud Évrard. Coïncidences aux éditions Vuibert. Oui, je l'ai même plus que lu, que c'est un de mes professeurs, en fait. Ah oui, effectivement. Gérald Bronner. Oui. Coïncidence aux éditions Vuibert, donc qui a été mon invité la semaine dernière. Excellent bouquin, qu'en pensez-vous? Très intéressant. C'est dommage, je lui en ai parlé, je l'ai un peu cuisiné. J'imagine, moi aussi d'ailleurs. Il a quand même une connaissance vraiment de seconde main et il a reconnu de ce qui se fait en parapsychologie. Donc ses analyses sont tout à fait pertinentes, mais il s'intéresse qu'aux cas les plus faciles à démonter, j'ai l'impression. Voilà, tout à fait. Et il a reconnu d'ailleurs dans l'émission que concernant par exemple les phénomènes de psychokinèse, là où dans son livre il a plombé très largement Uri Geller, il ne s'était jamais intéressé ou ne connaissait pas les expériences de Jean-Pierre Girard avec les laboratoires de Péchinet, où il y avait eu effectivement des résultats extrêmement intéressants. Donc voilà, je l'ai fait part comme vous finalement, vous voyez, de cette même réflexion. Mais en revanche, concernant les coïncidences dans leur globalité, je trouve que c'est un très très bon bouquin d'approche. Et puis c'est un auteur très intéressant qui a un abord critique, mais c'est très bien. Mais il développe une théorie dans ses autres livres sur les croyances collectives, leur transmission, qui est, moi j'apprécie beaucoup. C'est un très très bon chercheur en sociologie. Ouais. Bon prof? Oui. Ah bah oui. Oui, c'est un support très intéressant, quoi. Oui.
Donc, je rappelle le titre de ce livre, en plus très vulgarisateur, hein, vraiment facile à lire. Gérald Bronner, B-R-O-2-N-E-R. Le titre Coïncidence aux éditions Vuibert, V-U-I-B-E-R-T. Un autre auditeur m'a demandé également les coordonnées du sculpteur sur carbone que j'avais invité il y a quelque temps, qui a été électrifié, un témoignage tout à fait étonnant, Renaud Évrard, puisqu'il a été pris il avait posé ses mains sur 2 pôles de 380. Ah. Oui, ce qui secoue pas mal. Et il est resté, je crois, 35 secondes avec du 380 comme ça dans dans tout le corps. Donc c'est assez impressionnant. Et il a revu sa vie par séquence sous ses yeux, parce qu'il est resté conscient pendant tout le moment où le 380 lui traversait le corps. Expérience assez extrêmement douloureuse, m'a-t-il dit, et qui a changé sa vie. Il est devenu donc sculpteur après avoir été électrotechnicien, on s'en doute. Donc il s'appelle Gérard Servant Hermès. Alors ça s'écrit Servant, S-E-R-V-A-N-T, trait d'union Hermès, E-R-M-E-S. Alors Servant Hermès, vous tapez ça dans Google et vous arrivez sur son site internet où il présente toutes ses sculptures, très belles d'ailleurs. L'adresse du site internet, je vous la donne au cas où. Donc c'est ADN, comme l'ADN, adn.servant.hermès.free.fr. Sinon sur Google, vous tapez Servant comme servant, serviteur, Servant, Hermès, E-R-M-E-S, et vous allez tomber directement sur son site. Bien, mon cher Renaud. Oui. C'est à vous. Voilà donc l'email donc où vous êtes cité. Il s'agit d'Alain qui nous a envoyé ce mail. Donc il dit voilà, bonsoir, j'écoute vos émissions tous les week-ends, elle est fort intéressante, merci. Même si je ne partage pas toujours les analyses que peuvent faire Renaud Évrard et Pierre Massias. Et mon Dieu, c'est tant mieux, parce qu'on n'est pas obligé de faire l'unanimité. J'ai décidé de réagir ce soir car je ne suis pas du tout d'accord avec les commentaires qu'ont fait ces 2 derniers à propos des régressions faites par Patrick Drouot. Il est trop facile de décréter qu'il ne s'agit là, dans tous les cas, de figures que de vie imaginaire, de reconstruction et de suggestion, entre parenthèses, involontaire, de la part de l'hypnotiseur. Qu'en pensez-vous, Renaud Évrard? Ah oui, c'est vrai que c'est des hypothèses défendues par la plupart des psychologues. Ça n'empêche pas qu'il faut aller voir de plus près, mais moi j'ai l'impression de ma connaissance que ça a été fait, qu'il y a des hypnotiseurs, des psychologues, des psychiatres qui ont expérimenté sur la régression et sa possibilité de réalité, c'est-à-dire que ça ramène à des événements réels. Alors c'est particulier parce que c'est un contexte, moi je maintiendrai ma position, je suis peut-être un peu têtu là-dessus, mais qu'il y a un risque de mélange entre imaginaire et réalité. Ouais. Et ça peut aller très loin, ça peut aller, je pense, même jusqu'au phénomène parapsychologique. C'est-à-dire des événements qu'on a connus, mais vraiment très peu, qui concernent d'autres personnes ou qui concernent les vies antérieures, des choses qu'on n'était pas censé connaître, genre la vie de telle ou telle personne au XVIIIe siècle. Là, je crois qu'il y a des cas assez forts. C'est aussi les études de Ian Stevenson et Harrelson sur les enfants qui rapportent des souvenirs de vie antérieure. On peut analyser ça, on met différentes assertions, on essaie de les vérifier une par une, on montre là où ils se trompent. Ça, c'est des études assez compétentes. Mais en général, il faut se méfier du syndrome des faux souvenirs, des mélanges, de l'hypnose dans sa construction narrative. Il y a quand même pas mal de problèmes, j'ai l'impression. Alors, Renaud Évrard, pour être bien clair, vous ne rejetez pas, vous ne mettez pas à la poubelle le principe des vies antérieures ou des souvenirs de vies antérieures. Vous dites que c'est un problème tout à fait intéressant, qu'il faut se pencher dessus avec une ouverture d'esprit propre à un scientifique qui étudie ce genre de phénomène un peu particulier. On est d'accord? Oui. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on parle très vite de réincarnation, de vie antérieure. Ça traîne quand même pas mal de casseroles. Moi, je pense que l'interprétation, réincarnation, les parapsychologues qui ont étudié ça, ils concluent pas en sa faveur. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, on arrive entre
perception sensorielle ou véritable réincarnation. Le débat n'est pas tranché en fait. Si j'ai bien compris, voilà, d'accord, ok. J'avais pas tout à fait saisi vos propos il y a quelques instants. C'est-à-dire que vous dites que quand on met quelqu'un sous hypnose et qu'on lui demande d'aller régresser dans ses vies antérieures, cette personne qui pense faire une régression dans ses vies antérieures peut-être en revanche, faire une espèce de voyance dans le passé et aller capter donc par voyance, par phénomène de voyance, des passages de vie de personnes qui n'ont rien à voir avec elle dans le 18e, dans le 17e, dans le 15e ou que sais-je. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, mais c'est finalement, pour un métapsychiste un peu, c'est pas un phénomène très nouveau. C'est-à-dire que les médiums du 19e et début 20e, et jouaient sur l'incarnation. Ils se mettaient dans des états de transe et ensuite ils étaient incarnés par des esprits soit actuels, soit parfois futurs, soit parfois inexistants, mais aussi des incarnations du passé. Et dans ces cas-là, ils sont capables de développer des personnalités intégralement. C'est le phénomène de prosopopèse, selon René Sudre, mais c'est aussi une voie vers des communications extrasensorielles, des acquisitions d'informations paranormales. Pour autant, René Sud disait que conclure en faveur de l'au-delà à cette époque, c'était trop, c'était aller trop loin. Richer disait pareil, beaucoup de gens disaient ça. Conclure maintenant en faveur de l'en-deçà de vie, en fait, ou d'un karma ou de choses comme ça, c'est peut-être aussi aller trop loin, mais ça demande une analyse précise. Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. Et concernant donc les régressions que proposent pas mal d'hypnotiseurs comme thérapie. Ça, c'est vraiment très déconseillé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ça avec tout à fait l'honnêteté. Ça peut même, je pense, avoir des effets thérapeutiques de s'incarner différemment, de se donner une autre filiation, une autre origine un peu plus intéressante parfois, mais il y a aussi un énorme risque d'abus, des risques psychopathologiques qui sont liés. C'est quand même quelque chose que les psychologues cliniciens en particulier, là je parlerai comme ça, déconseillent vraiment. Il y a des travaux, il y a quelques travaux, je pense, sur le syndrome des faux souvenirs, sur les risques que ça peut avoir sur, par exemple, on a tout vu, on a vu que l'hypnose et la régression hypnotique créaient des faux souvenirs d'abus sexuels, des faux souvenirs d'avoir été victime d'abus sataniques dans des séances, des faux souvenirs d'avoir été enlevé par les extraterrestres. Et on continue comme ça, on a toute une liste d'épidémies psychopathologiques, surtout aux États-Unis, mais un peu partout, qui concernent justement l'utilisation abusive finalement de l'hypnose dans un but de création d'imaginaire, mais pris au sens d'une réalité autre en fait. Autre grief également adressé par Alain, qui dit en fait les parapsychologues, là je vais plus loin dans le mail, en fait les parapsychologues sont également enfermés dans leur système de croyances à propos du psy, au point par exemple de rejeter certaines contributions qui ne leur paraissent pas sérieuses. Le pire en matière de livres étant censé coexister avec le meilleur. Pourtant, lorsque je prends connaissance de la liste des ouvrages qui se trouvent sur le site de l'IMI, l'Institut Métapsychique International donc, je vois les livres critiques des zététiciens. Je ne crois pas pour ma part que les ouvrages de ces intégristes de la science soient bons. Oui. Alors, votre réponse à Alain? C'est-à-dire qu'ils sont pas très bons, mais ils sont pas tout à fait mauvais. Connaître la pensée critique, la pensée zététique, les expériences qui ont pu être démontées, les cas qu'on a falsifiés, qu'on a montrés, ça c'est important. Je pense que c'est un souci d'honnêteté de donner les documents sceptiques, mais la bibliographie sur le site IMI conseille énormément d'ouvrages, également des témoignages d'ailleurs, des approches très variées. L'approche critique en fait partie, mais c'est surtout aussi des ouvrages anglo-saxons qui sont critiques, mais plus intéressants, vu que c'est parfois des chercheurs qui connaissent les données de la parapsychologie, ce qui n'est pas fréquemment le cas en France. Je vois pas Henri Brock s'être penché vraiment beaucoup sur, je ne sais pas, les expériences de Ganzfeld. Il en dit deux mots, il dit que c'est n'importe quoi, et puis voilà, c'est bâclé, quoi. Non, c'est vrai que par contre, je reviens au début, les parapsychologues ont aussi des systèmes de croyances. Pas forcément, ils croient pas tous que le psy existe. D'ailleurs, il y a des études là-dessus qui montrent que c'est très partagé. Ils pensent que certains phénomènes existent, comme je vous ai dit, par exemple, clairvoyance, ça pouvait passer, mais ectoplasme, pas du tout.
ils sont un peu normaux aussi. Ils sont un peu normaux aussi, j'aime bien. Je crois que c'est un champ qui est très ouvert. Des gens comme Ian Stevenson ont pas du tout la même démarche, et ils ont la même rigueur, mais pas du tout les mêmes objets de recherche que les parapsychologues en laboratoire, comme Dean Radin, Rupert Sheldrake, en fait. Ian Stevenson, qui est mort, oui. Malheureusement, qui est un grand psychologue américain qui a beaucoup étudié les cas spontanés, les cas d'enfants rapportant des réincarnations, les études sur la survivance, mais dans des études qui posent pas d'emblée que l'au-delà existe, mais qui évaluent les différentes preuves, et évaluent les différentes hypothèses. C'est quelqu'un de très intéressant dans ce genre. Haraldsson aussi, qui est aussi son digne collègue islandais, qui viendra, je crois, à Limi très prochainement. Il était prévu peut-être en avril, mais je pense que ce sera reporté à la rentrée. Bien, on en parlera. Les mêmes recherches. On en parlera, bien entendu. Merci beaucoup, Renaud Évrard. Merci à vous. Merci aux auditeurs qui sont critiques, et on ne peut qu'apprécier. Tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez m'écrire, poser des questions à Renaud, évidemment, pas de souci. étrange@sudradio.fr. Et puis, je vous rappelle que également, je suis à la recherche de témoignages de personnes qui ont vécu un phénomène d'apparition ou qui pensent que dans leur maison il se passe des choses assez étranges. Vous m'appelez au 0826 300 300, 0826 300 300, et vous me laissez vos coordonnées ainsi qu'un message dans ma boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Merci Renaud, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Après Renaud Évrard, Christian Jacques que nous allons retrouver. J'ai eu le plaisir de l'avoir au bout du fil pour parler de son livre concernant Mozart, sa vie et son appartenance à la franc-maçonnerie et l'influence que son appartenance à la franc-maçonnerie a eu évidemment sur sa vie et surtout sur toute son œuvre. Christian Jacques qui sera bientôt à nouveau l'invité des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour revenir à sa passion première, l'égyptologie. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy